mercredi matin et je viens ouvrir un nouveau bookmag. Alors vous allez me dire pourquoi elle nous prend mercredi matin. C'est que tout simplement j'ai un roman qui me tient depuis 2 nuits, que j'ai pratiquement terminé. Mais je sais que je n'ai pas fait la chronique du précédent. Donc avant que je termine le deuxième, ça serait bien que je vous chronique le premier. Donc j'ai terminé lundi, si je ne me trompe pas, ou dimanche soir, j'ai terminé Les Thé meurtriers d'Oxford de Beauté Fatale, qui est le deuxième tome de cette saga Cozy Mystery. J'ai passé un agréable moment de lecture, ça m'a fait du bien d'avoir une lecture légère où on se prend pas la tête, tout ça. Ça m'a fait du bien de retrouver les personnages de Gemma et surtout la petite Miesli. Voilà, donc on est vraiment sur du cosy, doudou, où on a envie de prendre un thé accompagné d'un petit scone. Ça m'a fait saliver rien que d'en parler, alors que j'ai pris mon petit déjeuner. Hein. Et voilà. Après, ce que j'apprécie aussi dans ce roman, c'est qu'on a un petit côté romance, mais pas non, c'est pas non plus ce qui prédomine sur le roman. Voilà, Gemma, on va dire, sort, mais amicalement parlant, avec un chirurgien, si je ne me trompe pas, ou un médecin à l'hôpital. Oui, médecin, voilà. Médecin à l'hôpital. Mais aussi, elle a son amour de lycée, d'Evelyn O'Connor, qui est le flic qui mène les enquêtes à chaque fois qu'il y a un mort dans les parages. Donc voilà, moi je suis bien sûr team d'Evelyn O'Connor, hein, mais ça on n'en a rien à péter. Ça a déjà un passif avec lui. Et, en fait, je pense que pour celles et ceux qui lisent cette saga, on attend juste en fait qu'ils se remettent ensemble. Hein. On s'en fout des morts. Hein. Nous, ça nous carre, ils sont plus là, ils sont plus là. Nous, on veut savoir si elle va sortir avec Evelyn. Donc voilà, c'est une très belle lecture si jamais vous souhaitez. Je vous parle pas trop de l'histoire, hein, parce que je crois que je l'ai fait dans le bookmark précédent, donc je vais pas forcément revenir dessus. Mais en gros, pour vous faire le topo, c'est Gemma est invitée au vernissage de sa meilleure amie Cassie dans une galerie, et le propriétaire de cette galerie n'est ni plus ni moins que le petit ami de Cassie. Voilà. Et au moment du vernissage, une jeune femme va rentrer dans la galerie et commencer à hurler sur le propriétaire, à dire des choses vraiment méchantes sur lui, et qui va aussi s'en prendre verbalement à Cassie. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer. 10 minutes plus tard, elle va tomber et s'écrouler, décès. Voilà. Donc du coup, notre grande amie Gemma, qui ne peut pas tenir sa place dans son ah mince, comment ça s'appelle sa boutique, dans le cookie jar, c'est dans les enquêtes d'Anna Svensson. Ah, je sais plus comment s'appelle son magasin de thé. Ah, je sais plus. Bon, bref. Du coup, elle va forcément vouloir enquêter de son côté. N'étant pas de la police, elle se dit que peut-être que les gens vont peut-être un peu plus se livrer, un peu plus lui parler à elle, qui parle à Devlin. Et du coup, dans ce tome-là, on va se rendre compte qu'en fait, elle a toujours un chouïa de coup d'avance par rapport à Devlin, mais Devlin, lui, a de son côté toutes les analyses toxicologiques qu'elle ne peut pas faire. Donc, un duo plutôt assez sympathique. Et voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages. Et normalement, je pense qu'avec quelques copines sur Bookstar, on va se lire le tome 3 avant la fin de l'année. J'aimerais bien avancer cette saga, justement. J'aimerais bien que ça soit l'une des sagas où je sois à jour pour les prochains tomes, en sachant que je crois que le 7 et le 8 vont sortir courant septembre. Le 9, je crois. Donc, j'ai un peu de taf pour tout rattraper. Donc, voilà pour cette lecture. Alors ensuite... Cette lecture qui me tient depuis 2 nuits maintenant, parce que je suis en train de l'avaler. C'est Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiseman, publiée aux éditions Faubourg Marigny. Il fait, que je vous dise pas de bêtises, il fait 488 pages et j'en suis à 447. Voilà, j'ai lu tout ça, il me reste que ça. Et
je pense qu'on va être sur un coup de cœur. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, où on se rend compte que les rangs qui définissaient les personnes avant la guerre, pendant la guerre, ne veulent strictement plus rien dire. C'est pas parce que tu étais par exemple un aristocrate riche que tu vas passer à travers la guerre. Si t'es juif en fait aux yeux des Allemands. T'as bien beau avoir servi ton pays ou machin, si t'es juif, t'es juif. Voilà, c'est le rang qui prédomine sur tout le reste. Et on rentre vraiment dans la noirceur de la guerre, de ce que a pu subir les gens, notamment les Allemands, puisqu'on est en Allemagne. Les Allemands et les Juifs allemands, faut pas croire que on a été méchants qu'avec les Juifs français ou les Français lambda, pas du tout. Et je me demande même si en Allemagne c'était peut-être pas encore plus strict, vu que Hitler venait d'Allemagne. Donc voilà, on suit vraiment en fait pas une idylle amoureuse parce qu'ils sont amoureux. Alors en fait on est avec Christine qui travaille pour une famille aristocratique et ça fait des années et des années qu'elle a le béguin pour le fils Isaac. Et un après-midi ils vont se balader tous les deux dans une forêt. Voilà le lieu... c'est le lieu secret de Christine où elle aime bien se retrouver après le travail, être toute seule en forêt pour réfléchir ou se vider la tête. Voilà, c'est son endroit préféré et ben, ils vont s'embrasser, hein, tout simplement. Et puis le lendemain, on va leur apprendre que les Juifs ne peuvent plus sortir avec des Allemandes. Voilà, tout simplement. Que les Allemands ne peuvent plus travailler pour les Juifs. Donc du coup, elle va se retrouver du jour au lendemain sans travail, sans son petit ami et tout ça. Et au fur et à mesure où les jours vont passer, et bien, Hitler va mettre en place de nouveaux procédés. Les Juifs vont plus avoir le droit d'aller chez le boucher, d'aller au coiffeur, d'aller boire un verre. Ils vont avoir un couvre-feu à partir de 20 h. Et tout ça de plus en plus, quoi. On a réduit les Juifs à un état même pire que l'animal. C'est ce qu'on leur faisait subir, c'était pire que des animaux. Ils étaient même plus propriétaires de leurs biens, quoi. Si les Allemands voulaient leur baraque, et bien, ils les dégageaient un camp de concentration et puis c'était terminé, quoi. Là on voit le camp de concentration de Dachau et c'est tout ce que j'aime dans les romans de la Seconde Guerre mondiale, où on a vraiment le suivi, comment les gens ont été parqués comme des animaux dans des trains à bestiaux, où ils étaient obligés de se faire les besoins dessus parce qu'ils n'avaient même pas de seau. Franchement, on ne peut même pas imaginer le tiers de ce qu'ils ont vécu à travers ces romans parce que nous n'y étions pas. Donc nous ne pouvons pas affirmer, comprendre ce qu'ils ont vécu. On ne peut pas et on ne le pourra jamais. Et je pense heureusement pour nous, parce que ces personnes-là aussi, il y a la guerre, mais je pense qu'il y a également l'après-guerre qui... je pense qu'on va le voir dans le roman, là, pour les 40 dernières pages, comment les gens survivent après la guerre. Parce qu'en fait, on se rend compte que pendant la guerre, les Allemands avaient des tickets de rationnement. Hein, c'est pas parce que tu étais allemand non juif que tu devais pas participer à la guerre. Donc des tickets de rationnement où tu as vraiment très très peu à manger par personne. Et en fait, on va se rendre compte qu'à l'après-guerre, ça va être encore pire le rationnement, puisqu'il y a beaucoup moins de matières premières. Il n'y a plus d'agriculteurs pour cultiver la terre, les animaux, tout ça. Et pour reconstruire aussi, parce que je pense que les 3/4 des habitations ont été détruites par les bombes. Donc les gens qui reviennent, ceux qui reviennent, malheureusement, se rendent compte que leurs maisons sont entièrement détruites, que voilà, ils n'ont plus de passé. Non, franchement, c'est un roman qui prend aux tripes. Et même si on est avec Christine, le personnage principal, vers la fin, on retrouve sa sœur Maria,
voilà, son destin m'a beaucoup touchée à cette jeune femme. Et voilà, je vais terminer l'histoire avec Christine. Au début, il parlait beaucoup du Levensborn. Je me suis dit, putain, on va partir là-dedans, ça va être horrible. Bon, on est parti dans un autre sujet, mais tout aussi horrible. Et ce que j'apprécie, en fait, avec cette autrice, c'est que, d'après la préface des éditions Faubourg-Marigny, parce que chacun... Enfin, voilà, mon petit rituel avec chaque roman de Faubourg-Marigny, c'est de trouver le petit mot de éditorial de la maison d'édition Faubourg-Marigny. Et il disait que l'autrice s'était servie de l'histoire de ses grands-parents pour raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vue et vécue par une famille allemande. Donc je pense que Christine fait partie, ils ont peut-être changé le nom, mais elle fait partie peut-être de sa famille. Donc d'autant plus se dire que ce qui s'est passé dans le roman, ce n'est pas que romancé, c'est que ça s'est réellement passé. Même je pense que les personnes qui se permettent de faire des histoires sur la Seconde Guerre mondiale en disant que c'est entièrement romancé, qu'il n'y a rien de vrai dedans, il y a toujours une part de vérité dans ce qu'on raconte. Et je pense que la violence de ce que les personnes ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas palpable, n'est pas descriptible. En fait, plus je lis de romans sur cette période-là, et plus à chaque fois, je me dis, bon, la cruauté de l'être humain est arrivée à son paroxysme. Mais non, en fait, à chaque fois, il y a toujours un truc qui arrive en plus. Comme je sais que le dernier roman que j'avais lu, je sais que quand ils étaient parqués comme des bestiaux, ils avaient au moins un seau. Et dans celui-ci, ils n'en avaient pas du tout. Donc, rien que le fait du seau rajoute encore plus de honte et de violence faites à ces personnes-là. Après, attention, il n'y a pas que des juifs qui ont été dans des camps de concentration. Il y a eu des tziganes, il y a eu des Russes, il y a eu des Polonais, il y a même eu des Allemands. Donc, franchement, c'était... je pense que c'est peut-être l'une des pires guerres au niveau traitement des personnes. Après, c'est vrai que dans les romans, je pense qu'on a plus tendance à trouver de la Seconde Guerre mondiale que, par exemple, la Première, la guerre froide ou les autres guerres notamment. Après, une guerre n'est jamais facile. Hein. C'est jamais oh là là, t'es méchant, pan. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'être humain peut avoir une violence inconsidérée pour sa propre espèce. C'est... mais je pourrais même pas dire qu'on est des animaux, parce que les animaux se mangent pas entre eux. Voilà, sauf si... non, je ne pense pas. Je pense pas. J'ai déjà vu des documentaires et tout ça, ils se mangent pas entre eux. Il y a que nous que... Voilà. De toute façon, je pense que j'aurais beau chercher pendant 100 ans, je ne pourrais jamais expliquer la nature humaine. Parce que même si, en 2023, on n'a pas de guerre en France, mais qu'il y a la guerre en Ukraine, je trouve que même sans guerre, on est tous des... Je dirais pas des merdes, parce que bon, faut pas être pessimiste non plus, mais je veux dire, je trouve qu'on est dans une société individualiste. C'est-à-dire que le jour où, si jamais il y a une troisième guerre mondiale, je pense que ça sera pour chacun sa gueule. Voilà. Il va y avoir des collabos de partout. Il y aura des gens quand même qui aideront peut-être les plus démunis, les choses comme ça, mais honnêtement, je pense qu'on sera plus sur du chacun sa gueule. Une fois, j'avais fait un test qui disait si une guerre éclate, qu'est-ce que vous feriez? Comment tu veux savoir? Comment tu veux savoir comment tu vas réagir si tu as une guerre qui éclate chez toi, honnêtement? Quand tu ne l'as jamais vécu, tu ne peux pas. C'est le genre de question, s'il y a le feu chez toi, qui c'est que tu sauves? C'est ce genre de question où si tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Bon bref, je m'éparpille un peu. Donc c'était pour vous parler de ce roman qui va très très certainement être un coup de cœur. C'est mon deuxième coup de cœur de la maison d'édition. Et c'est un deuxième coup de cœur pour la même autrice, puisque j'avais lu La vie qu'on m'a choisie de cette autrice. C'était le premier roman que je lisais de la maison d'édition. Et ça a été un coup de cœur monumental. Et là, ça va faire pareil. Donc, je me dis que je vais peut-être lire le troisième roman que j'ai de cette autrice dans ma palle. Pour que je confirme un troisième coup de cœur. C'est Ce qu'elle a laissé derrière elle.
Voilà, on est plus sur le traitement fait aux femmes dans les hôpitaux psychiatriques, si je me trompe pas. Je veux pas m'avancer, je veux pas dire trop de bêtises. Donc voilà, il me reste 40 pages. Je vais essayer de le terminer entre midi et 2 parce que j'ai vraiment hâte de le savoir et de le terminer parce que c'est pas le genre de roman qu'on a envie de traîner pendant 5 jours. Donc après, attention, il ne m'a pas empêché de dormir, ni rien du tout. Ouais. De ce côté-là, tout va bien. Mais c'est vraiment tourner la page sur l'histoire des grands-parents d'Hélène Marie Wiseman et de passer peut-être sur une lecture un peu plus légère. Parce que finalement, on se rend compte que on lit une lecture légère, on part sur du sujet lourd, mais le sujet lourd va toujours l'emporter sur le sujet léger. Donc j'ai l'impression en fait de ne pas avoir lu de roman léger. C'est un peu... Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. J'essaie toujours des fois, quand j'ai des sujets lourds, de prendre des romans un peu plus légers après, mais j'ai l'impression que... C'est comme les journées de repos, c'est comme les congés. Tu les as, tu les prends, et puis tu retournes au boulot, tu dis, mais où sont passés mes congés? Enfin bon, bref. Je vais vous laisser parce qu'il va peut-être falloir que j'aille travailler. Je vais essayer de le lire entre midi et 2. En plus, il ne fait pas non plus excessivement chaud, donc je vais pouvoir le lire dans la voiture. Et si je le termine entre midi et 2, je vous reprendrai sûrement à ce moment-là pour vous en parler à chaud. Et pour peut-être essayer de trouver une autre lecture. Voilà, bonne journée, ciao! Nous sommes samedi matin et je viens pour vous parler de plusieurs choses. Je suis en train de me remémorer, mais il me semble que je vous ai donné mon avis lecture sur les Thé meurtriers d'Oxford, le tome 2, et que je vous avais laissé à quelques pages de la fin de ce petit bijou. Donc je l'ai terminé, sinon je ne viendrai pas. Et c'est un coup de cœur. Voilà, j'adore la période historique, j'adore la plume de l'autrice. Surtout que ça rajoute quelque chose d'authentique, d'honnête, parce qu'elle s'est servie, entre guillemets, de la vie de ses grands-parents pour écrire son roman, qui est son tout premier d'ailleurs. C'est le 3e paru chez Faubourg Marigny, mais c'est son tout premier roman. Et si vous aimez vraiment la période historique de la Seconde Guerre mondiale, allez-y. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir des romans sur le sujet, mais qui va vraiment se situer en France, où on va vraiment en parler, mais vu de la France. Tandis que là, on est en Allemagne, avec des Allemands et des Juifs. Donc du coup, c'est beaucoup. Je trouve que l'histoire est du coup beaucoup plus immersive, et je pense que Hitler a été peut-être même voire encore plus méchant avec les Allemands juifs, très, très sincèrement, et les Allemands qui couvraient les Juifs aussi. Voilà, c'est une petite pépite. Donc du coup, il ne me reste plus que ce qu'elle a laissé derrière elle, de la même autrice, donc que je lirai un petit peu plus tard. Mais franchement, allez-y. En plus, la couverture est toujours magnifique, il faut le souligner quand même. Donc coup de cœur pour celui-ci. Et puis... j'ai décidé, au bout d'un fort moment, oui, je suis toujours accompagnée de ma sublime pochette à livres d'Alice de Dessine-moi mes rêves. J'adore cette pochette parce qu'elle est zippée là et là, donc elle est entièrement fermée. Et du coup, le livre ne s'abîme pas. Donc j'ai décidé d'attaquer Une heure de plus jusqu'à toi, de Laetitia Dezel, qui est une autrice, c'est un roman auto-édité. J'ai eu un peu de mal, très sincèrement. Je ne l'ai pas encore terminé, hein. J'en suis à la page 240 et il en fait 336. Donc je pense qu'aujourd'hui je l'aurai terminé. Ce
qui me gêne déjà, c'est que au bout de la 3e page de lecture, il y a une scène de S-E-X-E. Et qui n'est pas forcément des plus romantiques, on va se le dire, parce qu'on a vraiment tous les détails. Je me suis dit, bon, peut-être que, voilà, tu sais, comme au début des films, des fois, voilà, il s'effeuille un peu, et puis, pof, on passe à la scène suivante. Mais là, pas du tout, en fait. Donc, je pense que ce type de romance n'est vraiment pas fait pour moi. Moi, je fais partie de la team des comédies romantiques de Noël, tu vois, où c'est très romantique, très fleur bleue, il lui tient la porte, il ouvre la porte de la voiture, il lui offre des roses, il lui offre des chocolats. Là, on est passé à l'étape supérieure, en fait. Il n'y a pas la rose, il n'y a pas le chocolat. Je suis vraiment désolée, Laetitia, si jamais tu passes par là, mais voilà, c'est un avis vraiment très personnel. Bah, je le cache pas, moi par exemple la série Outlander, j'ai regardé 3 épisodes, je l'ai arrêté. Tout le monde l'ensace, tout ça, mais je ne peux pas en fait, c'est psychologique, je ne peux pas. Tout comme Game of Thrones. Ah non, bah non, je suis désolée, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas en fait. Faudrait peut-être que je me pose la question un jour de savoir pourquoi, mais je vous avoue qu'il y a tellement de sujets dont on pourrait parler en évitant ça que... Bref, on va pas y rester des heures. Il y a quand même, sous le sujet que ça soit un roman en romance, il y a quand même des sujets quand même beaucoup plus profonds dans ce roman. C'est pour ça que le titre... et la couverture, je trouve, ne sont pas forcément très représentatifs de l'histoire profonde qui s'y passe. C'est un petit peu comme, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, c'est comme les romans de Karen Ponte. Les couvertures sont très estivales, très jolies, et finalement, l'histoire cache quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré. Et voilà, c'est pour ça que ce roman n'est pas qu'une romance, donc il faut passer... faut passer outre les scènes de SEXE pour pouvoir y accéder. J'espère le terminer très rapidement. Je ne sais pas si je me procurerai le tome 2, très sincèrement. Je le mettrai peut-être dans ma wishlist, mais voilà, ça ne fera pas partie forcément des romans prioritaires. Parce que pour tout vous expliquer, je viens de regarder la vidéo de Manon concernant son aventure de lectrice Charleston 2023. Et en fait, je me suis aperçue que dans mes bibliothèques, j'avais, ouais, on va pas dire 100%, mais on va dire 95% des parutions de Charleston de 2023. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que je les lise, parce que j'en ai lu certaines, mais ma palle Charleston, elle est là, mais elle est aussi derrière la petite boîte, et dessous encore, là, que vous voyez pas là, le petit carré là. Donc ça fait énormément de romans Charleston. Pour ça, j'avais des copines qui me disaient « Ouais, mais du coup, si jamais t'es lectrice Charleston 2024, comment tu vas faire, machin, tu pourras pas lire de romans de ta palle et tout. » J'ai envie de te dire, Charleston constitue pratiquement, je dirais pas 50% de ma palle, mais un petit peu quand même. Donc du coup, ça me fera moins de romans rentrés dans ma palle l'année prochaine. Donc du coup, l'un dans l'autre, ça marcherait quand même. Hein. Donc, si jamais, Meline, si jamais tu passes par là, je ne pense très sincèrement pas qu'elle passera par là. Mais bon, au cas où, sait-on jamais. Du coup, je vais vous lire la 4e de couverture de ce petit bijou. Eléa est persuadée d'être auteur. N'importe quoi en plus, je dis n'importe quoi. Je recommence. Eléa est persuadée d'être heureuse dans la vie qu'elle s'est choisie. Étudiante le jour, elle cumule les relations sans lendemain la nuit. 7 ans plus tôt, elle s'est promis de ne plus jamais tomber amoureuse. Jusqu'à présent, elle a toujours réussi à assumer ce choix. Pourtant, quand Eléa et Milan se rencontrent, leur attirance est mutuelle et immédiate. La jeune femme joue son jeu de la séduction, mais l'objet de son désir lui échappe. Milan ne veut pas se satisfaire d'une seule nuit avec celle dont il est tombé sous le charme. Dans les jours qui suivent, Eléa ne peut s'empêcher de penser au jeune homme. Et lorsqu'il l'amène à bouleverser ses habitudes, elle saisit l'importance de leur rencontre. Pourrait-il être celui qui la réconciliera avec son passé? Eléa reviendra-t-elle sur sa promesse? Et si malgré les blessures, on pouvait aimer à nouveau? Voilà, donc on apprend
je pense, un peu tard, mais je pense que c'est voulu par l'autrice. Pourquoi Eléa réagit de cette façon, pourquoi elle décide d'avoir que des relations sans lendemain, pas d'attache, pas de relations sérieuses et tout ça. Donc on comprend au fur et à mesure du roman. Après peut-être que vous, si vous l'avez lu, vous l'avez deviné au bout de 50 pages parce que vous êtes habitué à lire des romans de ce genre, mais voilà. Ce que j'avais peur aussi, parce que je peux en parler maintenant que je suis pratiquement à la fin du roman, j'avais peur que comme du coup c'était une autrice auto-éditée, que les sujets soient un petit peu bateaux, sans forcément que les sujets soient approfondis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si par exemple moi demain je me mettais à écrire sur un sujet que je ne connais pas par exemple. Il y a quand même des travaux de recherche à savoir, il y a des choses sur le deuil à savoir pour pouvoir au mieux faire transparaître cette émotion à son personnage. Et non, je ne suis pas déçue du tout de ce côté-là. C'est pas une histoire bateau. Le roman se lit, très sincèrement, il se lit très bien. Il n'y a vraiment aucun problème. Les conversations sont fluides, l'écriture est fluide. Donc non, de ce côté-là, il y a vraiment rien à dire. En plus, à chaque début de chapitre, vous avez un tout petit bout, un tout petit extrait de chansons. Donc pour ceux qui sont fans d'un peu de hard rock, genre Evanescence et tout ça, voilà, qui en fait résume un petit peu le chapitre qu'on va lire. Mais sans forcément qu'on le comprenne, puisque du coup c'est un peu comme si c'était un spin-off. Donc t'es pas au courant, mais voilà, on te dit un peu dans quelle ambiance tu vas être dans ce chapitre-là. Donc j'espère le terminer aujourd'hui. J'ai envie de... Pardon, voilà, j'avais envie d'éternuer, il fallait que ça sorte. Alors, je sais pas. On est au mois de septembre, je suis censée ne plus avoir d'allergie, mais je crois que depuis qu'on est rentré de Metz, je n'arrête pas d'éternuer. Alors, soit on doit avoir des putains d'acariens dans l'appartement, ou alors il fait... Juste parce qu'il fait humide, il fait un temps de merde, enfin bon, bref. Passons. Donc je vais essayer de terminer ce roman aujourd'hui pour vous en parler demain, pour clôturer ce book mag. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Aujourd'hui, ben voilà, hier je suis allée chez l'ophtalmo, donc on va me changer les lunettes. Enfin, il faut que je trouve une nouvelle paire de lunettes. Et bien, je vais aller faire quelques achats pour le swap anniversaire que je fais avec Eolia. C'est vraiment pas quelque chose où on s'est inscrite sur Instagram ni rien, parce qu'en fait, pour la petite histoire, l'année dernière, on a été binôme de swap pour Noël. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était nés le même jour. Bon, à plusieurs années d'écart. Hein. Mais, enfin, je dis ça comme si ma pauvre Eolia, elle était vieille. Ma pauvre, si tu passes par là. Elle est plus âgée que moi, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus flagrant. Et du coup, on s'était dit qu'on se ferait un swap anniversaire. Donc du coup, j'ai acheté quelques trucs, mais il me manque le plus important, les livres. Et quelques petites bricoles que j'aimerais lui mettre dedans. Et je crois qu'il me manque encore une case pour le swap du calendrier de l'Avent de Lucille. Parce que entre Bookstagrammeuse Auvergnate, on a décidé de se faire un petit swap de Noël, un petit calendrier de l'Avent à 12 cases. Donc du coup, moi je m'occupe de celui de Lucille et j'ai Nat qui s'occupe de moi. Donc voilà. Et comme je monte pas souvent à Clermont, il faudrait que je l'ai terminé pour le salon du livre à Brive qui est le 10-11 novembre je crois. Donc j'ai un peu de marge. Mais j'aime bien les week-ends farfouiller, trouver un truc, petit truc. Donc là, le livre pratiquement complet. Je me demande même si je vais pas en avoir plus que pour 12 cases. Donc bon, on verra bien. Au pire, elle en aura plus, elle sera que contente. Donc ça sera impeccable. Sur ce, ben, je vous abandonne parce qu'il est 9 h et il faut que je décolle. Sinon, plus avec le temps pourri qu'il fait, ça va être génial cette journée. Bon, je vous dis à demain. Ciao! Hello.
sommes dimanche et je viens pour clôturer ce bookmag. Mais avant, j'ai plein de petites choses à vous parler. Alors, premièrement, j'ai fini Une heure de plus jusqu'à toi de Laetitia Dezel, qui est le premier tome d'une duologie. Alors, comme je vous le disais précédemment dans ce vlog, voilà, on va pas dire que c'est un mauvais bouquin. Je pense que l'histoire est bonne, que le problème ne vient pas de l'autrice. Le problème vient de moi. Je pense que je ne suis pas faite pour ce genre d'histoire, même si voilà, il y a quand même des sujets abordés qui sont peut-être un peu plus profonds que la romance qu'elle nous décrit. Mais voilà, il y a trop de scènes de fesses pour moi dedans. Des descriptions un peu trop détaillées pour moi, donc ouais, je ne suis pas du tout attirée par ce type de roman. La fin se termine par un cliffhanger qui pourrait nous donner envie de lire la suite, qui m'a très clairement, je vais vous le dire, qui m'a très clairement donné envie de lire la suite, mais j'ai peur de retrouver autant de scènes de sexe, donc du coup je ne pense pas que je lirai la suite, sauf si jamais on m'offre le tome 2 ou quelque chose comme ça, ou que je l'ai peut-être d'occasion, mais voilà, c'est, je dirais pas forcément un flop, mais ça aurait pu être une belle histoire sans toutes ces scènes. Après, c'est peut-être le type de roman fait pour ça, enfin voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de romans, de romances où voilà, il y a des scènes un peu détaillées, mais je pense que je ne suis pas le public visé de ce genre de roman. Donc je vous disais dans les plans précédents que j'aimais bien les comédies romantiques de Noël, mais voilà, ça s'arrête à l'effeuillage et c'est terminé, quoi. On sait très bien ce qui va se passer après, si on a un tant soit peu d'imagination. Donc voilà, je dirais pas 0 pour ce bouquin. Parce que comme je vous dis, je pense que le problème vient de moi, que je suis pas faite pour ce type de roman. Donc voilà pour ce roman. Et ensuite, donc du coup hier il y a eu la nuit du hasard sur la chaîne Twitch d'Il est bien ce livre. Moi je suis juste restée assez longtemps pour voir quel numéro était sorti, parce que voilà, j'ai ma toute petite palle là. Il reste encore 2 mois. Donc je voulais regarder quel roman a été tiré au sort. Et du coup c'est celui-ci qui a été tiré au sort et que je vais sûrement lire cet après-midi après avoir monté le bookmag. Donc c'est Deuil de Eduardo Alphon, ou Alphon, je ne sais pas comment on dit. Voilà, il est vraiment tout petit. Il fait, je crois, à peine 100 pages. Il fait 111 pages, donc je pense qu'aujourd'hui il sera terminé. Je vous lis la 4e. Il s'appelait Salomon, il est mort à l'âge de 5 ans, noyé dans le lac d'Amatitlán. C'est ce qu'on me racontait enfant au Guatemala. Eduardo Alphon voyage au Guatemala à la recherche de secrets qui le hantent. Il tente de démêler le vrai du faux parmi les histoires contradictoires et interdites de la famille de son père, et plus particulièrement l'histoire de son oncle Salomon qui s'était noyé enfant dans le lac d'Amatitlán. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, veuillez m'excuser. De quoi est-il vraiment mort? Plus le narrateur avance, plus il comprend que la vérité réside dans son propre passé enfoui, dans la brutalité du Guatemala des années 1970 à son exil en Floride. Un roman profond, émouvant, qui appuie la réputation de son auteur, un de ces écrivains qui savent dire beaucoup en peu de mots. Donc voilà, ça va être un roman très très vite lu. Et demain j'attaque ma lecture commande de... Ma lecture commande. Ma lecture commune, pardon, de Hadley et Grace avec Eolia. Donc il doit être quelque part par là-haut. Si je ne me trompe pas, il doit être rangé dans ma palle. Et enfin, pour terminer, sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram, je leur ai parlé du challenge organisé par Cécilia Cherry Blossom sur Instagram, qui est le Happy Fall Challenge. Donc je vous montre. J'ai fait... ma petite présentation sur mon agenda, my agenda bien sûr. Donc ici, on a du coup les catégories. Et là, en fait, ce que j'ai fait, je me suis fait une pioche à lire avec 2-3 romans à chaque fois où je piocherai dedans. Je n'ai pas prévu de tout lire parce que ça fait quand même 3, 6, 9,
12, 15, 18, 21. Ça fait quand même 24 romans. Donc ce n'est pas tout de suite ce que j'ai prévu de lire. Et en fait, voilà. Ah oui, mais vous voyez pas forcément. Je vous décale un peu. Hop. Donc mon chariot. Voilà. De ma pioche à lire. Alors, dans ce chariot, qu'est-ce que j'ai de beau? Je vais essayer de vous montrer quand même un peu en même temps. Vous voyez un peu. Donc dedans, j'ai prévu le tome 3 de Steam Sailor, la passeuse d'âme de E.S. Green. C'est une saga que j'ai depuis, je pense, au moins 2021 dans ma palle. Donc il me manque le tome 3 avant de terminer la saga. Donc je vais essayer de le lire. Silence de Denis Lehan. Une vie pour une autre de Hélène Beck. Bon, le tome 2 de Mémoire de la forêt, ça paraît logique, puisque je devais prendre une couleur automnale, donc on ne peut pas faire plus automnal que ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Ensuite, j'ai mis dedans Le chaos dans nos veines, Comme des éclats de toit. J'ai mis Eliane de Judy Nunn. Le premier tome d'Inheritance Game, donc je pense que je dois l'avoir depuis le début, celui-là, qui est sorti en oui, février 2022. Donc je l'ai toujours pas lu, donc voilà, je vais peut-être pouvoir me le sortir. Les Sanso les coquelicots de Karine Pitoki, qui est le tome 2 des je sais plus, oui, du rêve de nos mères. Donc c'est pareil, je crois que j'ai lu le tome 1 l'année dernière, donc j'espère que je vais me rappeler des personnages. Ensuite, Loin de Alexis Michalik. J'ai décidé de le sortir de ma palle parce que c'est un roman que Eolia m'a offert à Noël dernier, voilà, dans notre swap de Noël, donc il serait peut-être temps que je le sorte. J'ai mis Les secrets de Silvermoor de Tracy Rees. J'avais adoré le manoir aux roses, donc je me suis dit, allez, faut que je le sorte. Ensuite, là on a de cacher Le ver à soie de Robert Galbraith, qui est le pseudonyme de J.K. Rowling. Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Join. On a Snore, voilà, de Ragnar Jonasson. J'ai le tome 2 de La Villa aux étoffes. Donc celui-là il va être lu, j'ai prévu de le lire avec parce que je participe aussi au challenge un mois une saga organisé par les lectures de Manon. Et du coup le challenge de Manon c'est un mois une saga. Et du coup lui il rentre dedans, donc il rentrera dans les deux challenges. Donc je pense que celui-là il va être lu soit en novembre soit en décembre. Après, hop, on continue de tourner. Donc on a Le cri de Nicolas Beuglet. On a 14-14 de Silène Edgar et Paul Bjorn. Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Olkely, que je vais lire sûrement dans 15 jours avec Sarah, du compte Sarah Passion Lecture. Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, parce que j'en ai lu pas mal, mais il m'en reste encore. Là, Le parapluie de la discorde de Sylvie Baron, qui est une autrice de chez moi, si jamais vous ne le saviez pas. Hop. Le premier tome de Anne de Green Gables, publié aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc c'était pour la couverture automnale, donc je trouvais que ça faisait très très bien le taf. Voilà, je pense que ça se lira vite, enfin j'espère. Et pour terminer, Les quatre coins de la nuit de Craig Holden. Voilà, pour une intrigue qui se passe la nuit. La couverture fait très bien le job, je trouve. Voilà, donc comme je vous disais, je ne vais pas forcément tout lire. Alors, vous voyez, de la poussière. C'est pour ça que, vous allez me dire, elle est vraiment une psychopathe des romans. Hop. Voilà, je mets toujours un torchon sur mes romans quand il n'y a pas d'étagère, parce que comme ça évite qu'ils prennent la poussière. Voilà. Non, je ne suis pas une femme psychorigide des romans, ce n'est pas vrai.
Vous dites que des bêtises. Sur ce, je vais vous laisser puisque je n'ai pas plus avancé mes lectures. Je n'ai pas pris de roman audio cette semaine parce que j'ai changé de véhicule et du coup je pense que je dois avoir un problème avec ma clé USB. Ça en mettait qu'un seul alors que c'était pas celui que je voulais écouter. Et la semaine prochaine non plus, je prendrai pas d'audio parce que j'ai 2 tournées où je suis accompagnée et il y a un jour où on a une réunion. Toute la journée, donc du coup ça me laisserait que 2 jours pour écouter un roman, surtout que moi généralement je prends des romans qui durent un peu plus de 10 heures, donc il me faudra beaucoup plus que 2 jours, et vu que c'est le lundi mardi que je suis libre et qu'après ça va ramener à lundi prochain, voilà, c'est toujours cette crainte d'oublier de quoi l'histoire traite et tout ça. Donc du coup cette semaine non plus pas de livre audio. Je verrai pour la semaine suivante. Il faut que je règle mon problème déjà de la clé USB, ça serait pas mal. Et sinon j'ai une offre en ce moment de Audible qui va bientôt arriver à terme je pense, qui me propose 3 mois à 1,95 et puis après passer à 9,99. Alors je suis tentée de le prendre mais malheureusement j'ai déjà pris l'abonnement à Kobo Plus, que je vais peut-être finalement arrêter parce que j'essaye de regarder les romans que j'ai dans ma palle. Par exemple, Hadley Grace, c'est quand même un petit pavé. Et je peux l'avoir, mais il faut que je le paye. Il n'est pas compris dans l'abonnement de Kobo Plus. Donc, je vais pas l'acheter alors que j'ai déjà acheté le roman grand format. En fait, je voulais utiliser l'abonnement Kobo Plus pour, par exemple, quand j'ai des romans dans ma palle qui sont un peu gros, de pouvoir les prendre sur la tablette, sur la liseuse, quand je suis pas là entre midi et 2, que je suis sur le terrain. C'est quand même beaucoup plus pratique à porter, mais pour le moment, ça a fait un flop. Voilà, je sais pas si après, j'aurai d'autres romans où j'arriverai à trouver sur Kobo Plus. Mais je pense que si d'ici un mois, je n'ai pas trouvé de roman qui concorde dans ma palle et sur Kobo, j'arrêterai l'abonnement. Parce que 9,99 € par mois, alors que je vais peut-être même pas lire un seul roman, c'est pas rentable du tout. Donc voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus. Après, sinon, il faudrait que je choisisse les livres de ma palle en fonction de ce qu'il y a sur Kobo Plus. Mais du coup, ça veut dire abandonner mes challenges en cours. Donc, je n'en ai pas particulièrement l'envie. Donc, on va attendre de voir ce que ça donne et je vous tiendrai au courant pour la suite. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne sais pas si ça sera un petit peu décousu ou pas. J'espère que non. Je suis très contente de pouvoir enfin vous retrouver, de reprendre un rythme normal, entre guillemets. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous voulez commenter, liker, partager, vous abonner. N'hésitez surtout pas. Si vous voulez me parler en privé, n'hésitez pas sur Instagram. Je suis admissible. Non, c'est pas le mot que je cherchais. Je suis... Comment on dit ? Je suis... Enfin bon, bref, vous pouvez venir me parler, il n'y a pas de problème. Et si jamais dans la palle que vous avez vue, vous souhaitez faire une lecture commune avec moi, donc n'hésitez pas de me le dire en commentaire, même s'il y en a que vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous ont plu, moins plu. N'hésitez pas, j'adore partager avec vous vos ressentis, mes ressentis, donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, et... Ben non. Mais si, la semaine prochaine, puisque vous aurez la vidéo lundi. Je suis terriblement décalée quand il s'agit de parler du lendemain. Parce qu'à chaque fois sur les vidéos, je vous dis à demain, mais du coup pour vous, c'est à tout de suite. Enfin bref, bon. Vous allez me dire, on s'en fout. Donc je vais monter ce bookmag et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!